Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Ça va? Écoutez, Bonjour, ça va, je vous professeur remercie. Je laisse la Sarah. parole à Marlène. Bonjour, Hiba. Bonjour, docteur Madeleine, ça Bonjour, va? bonjour, doctora. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous voulons vous remercier, docteur, de nous avoir rejoints à la conférence. It's a pleasure to have you. Nous l'apprécions vraiment. Bien sûr, nous remercions certainement docteur Madeleine pour l'opportunité de faire votre connaissance et surtout la connaissance de votre travail sur la psychosomatique intégrative, le titre de votre intervention. اوكي دكتور مارلين، نحن جاهزين. حضرتك رح تكوني عم تعرفي على البروفيسور ستورا، ويلا نحن كلنا سوا. Certainement. Donc, bonjour, Monsieur Stora. Donc, c'est avec un grand honneur que j'introduis mon maître personnellement, professeur Stora, Jean-Benjamin Stora, psychanalyste français et psychosomaticien, père de la psychosomatique intégrative, doyen honoraire de la faculté du groupe HEC, École des hautes études commerciales de Paris depuis 2000. Professeur Stora a présidé l'Institut de psychosomatique Pierre Marty de 1989 à 1992 et la Société française de médecine psychosomatique de 2000 à 2002. Il a créé la consultation de psychosomatique de 1993 à 2015 à la Pitié-Salpêtrière. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le stress, quand le corps prend la relève, Vivre avec une greffe, Accueillir l'autre, Neuropsychanalyse, controverse et dialogue, qui sera traduit par moi-même en arabe. On va en reparler. Dernièrement, il a publié en 2019 15 cas de thérapie psychosomatique, comment soigner les malades, non seulement simplement leur maladie. Professeur Stora, vous êtes invité pour nous parler de la psychosomatique intégrative, psychanalyse, médecine et neurosciences. Comment mieux soigner nos patientes et nos patients? À vous la parole. Écoutez, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Écoutez, je vais prendre peut-être 25 minutes, je ne sais pas, et puis répondre aux questions des collègues s'ils ont des questions. J'ai revu plusieurs fois mon exposé. Ce n'est pas du tout évident. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès. Je ne sais pas si c'est Ali Alatrache et Hiba qui... Bon, oui. Je tiens à les remercier. Merci. Je tiens à vous remercier aussi, Marlène El Haddad, de m'avoir invité à cette conférence avec les collègues libanais. Et donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je tiens à vous faire part d'une approche nouvelle que j'ai mis, disons, 40 ans de ma vie à développer pour comprendre un peu comment fonctionnent les patientes et les patients somatiques, comment communiquer cela aux collègues qui ont dans leur patientèle des patientes et des patients somatiques, et de quoi sera fait le monde de demain. Pour moi, ça sera fait des patientes et des patients somatiques qui sont beaucoup plus nombreux que les patientes et les patients névrosés. Donc, on en reparlera dans vos questionnements. Donc, je vous fais part, donc je m'adresse pour vous faire part de mon expérience personnelle et de la création de cette discipline que j'ai appelée psychosomatique intégrative, qui est ou alpha de la psyché, en référence au modèle de Sigmund Freud, que je ne conteste en aucune façon, que lui, son modèle, c'est le modèle oméga de la psyché, c'est-à-dire une approche génitale oedipienne. Donc, cela évoque implicitement que peut-être cet homme, qui est un génie, ne s'est pas interrogé sur les débuts de la psyché. Et je vais approfondir mon questionnement dans ce domaine. Donc, je pense que Marlène vous a dit quel était mon parcours. J'ai un très long parcours. Je vous indiquerai à la fin les connaissances d'arabe que j'ai
puisque je suis docteur en droit musulman. Donc, je suis donc un spécialiste de la charia. Ceci étant, Marlène ne le sait peut-être pas. Il n'y a rien sur son visage. Ceci étant, quel est le problème auquel j'ai été confronté au cours de ma carrière de psychologue clinicien, de psychanalyste et après d'enseignant à la faculté de médecine, parce que c'est une deuxième carrière que j'ai menée et qui a commencé en 1973, donc ça fait assez longtemps quand même, ça fait presque un demi-siècle. Quel est le problème auquel les Européens sont confrontés avant de parler de psychosomatique? Les Européens, si vous voulez, ont développé, je parlerai peut-être après de la médecine arabe, mais les Européens, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, ont clivé le corps et l'esprit à partir d'un paradigme, celui d'Anaxagore, un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. À partir de ce clivage, eh bien, la médecine avec Galien, la médecine somatique s'est développée et nous connaissons donc les médecins actuels, ce sont des médecins du corps. Ils connaissent très très bien le corps et il y a beaucoup de progrès en médecine, comme vous le savez, il y a des progrès quasi quotidiens. Et puis, il a fallu attendre 24 siècles pour avoir un modèle de l'esprit. Jusque-là, s'il y avait des médecins qui s'interrogeaient sur l'origine des somatisations, ils se référaient plutôt à la vie émotionnelle et ce n'était pas une erreur de leur part, car les émotions peuvent provoquer de très gros troubles somatiques. Donc, voilà, si vous voulez, pour ce développement. Donc, ce n'est qu'avec Sigmund Freud que nous avons eu un modèle de l'esprit. Avant lui, il n'y en avait pas. Donc, on doit s'en tenir à ce modèle et comprendre, comme tous les modèles, qu'il y a peut-être des limites et des hypothèses. Je vous dis cela parce que je suis un scientifique. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai enseigné des modèles mathématiques avec des milliers de variables. Donc, j'ai abordé le problème de Freud, le modèle freudien, d'une façon un peu différente de ce que font habituellement les psychanalystes. Par la suite, ce qui s'est passé avec les premiers collègues de Freud, au premier rang desquels Sándor Ferenczi, le docteur Sándor Ferenczi de Hongrie, c'est que le docteur Ferenczi était confronté à un certain nombre de patients somatiques qui ne rentraient absolument pas dans le cadre freudien, psychanalytique classique. Et cela a été très mal accueilli par les premiers psychanalystes de l'époque qui l'ont fortement critiqué. Donc, on peut partir de cela. Je ne vais pas développer, si vous voulez, je n'ai que quelques minutes. Après, si vous voulez, il y a eu Franz Alexander aux États-Unis, qui après tout était un psychanalyste européen, qui a fui la guerre, qui s'est installé aux États-Unis et qui, en 1930, a créé l'Institut de Chicago avec une approche psychosomatique, de médecine psychosomatique. Mais les médecins psychosomaticiens américains se référaient tout d'abord au modèle freudien. Pour eux, il s'agissait de névrose d'organes. Personne n'a jamais vu ça de sa vie, mais bon, si vous voulez, ils ont accolé un terme psychique, de fonctionnement psychique, mental, à un terme médical. C'est comme ça qu'ils ont essayé de développer la psychosomatique aux États-Unis, qui s'est largement développée puisqu'il existe des services de médecine psychosomatique et à l'université un enseignement de médecine psychosomatique, mais c'est surtout médical parce que depuis les années 80, les Américains ont progressivement renoncé et tourné le dos au modèle freudien. Donc il s'agit en réalité que d'une approche
comportementale et donc somatique. Je m'interrogeais beaucoup sur les somatisations quand j'étais à la Société psychanalytique de Paris. Et donc, on m'a conseillé de rencontrer Pierre Marty, le docteur Pierre Marty, à l'Institut de psychosomatique qu'il avait créé depuis 1978. Donc, je l'ai rencontré. Avec les années, nous avons tissé des liens d'amitié et il m'a fait l'honneur de me confier la présidence de l'Institut de psychosomatique jusqu'à pratiquement sa mort. Parce qu'il était malade, j'ai arrêté mon mandat de président, s'est terminé en 92 et Pierre Marty est mort en juin 93 à la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai beaucoup étudié son modèle et comme il le disait lui-même, c'est une psychosomatique d'inspiration psychanalytique. Il n'a jamais quitté le modèle psychanalytique. Et donc, dans la nosographie de Freud, vous avez les névroses classiques et les névroses actuelles. Et donc, il s'adressait surtout à ces patients en supposant que tous les patients pouvaient être classés dans cette nosographie. Il parlait donc, si un être humain est confronté à un choc important, à une sidération de l'appareil psychique, à ce moment-là, eh bien, il y a une désorganisation progressive de la psyché suite à des traumatismes. Voilà où j'en étais. À la mort de Pierre Marty, étant donné que j'étais le seul père en vie, mes collègues, ce sont, alors c'est les problématiques oedipiennes dans les sociétés psychanalytiques, ils m'ont écarté et ils m'ont demandé d'aller faire mon chemin ailleurs. Donc, je ne suis pas mort, parce que c'est toujours difficile d'être à l'écart d'un groupe. Et j'ai rejoint la Pitié-Salpêtrière où on m'a accueilli et on a créé une consultation de psychosomatique. Localisée, rattachée au service de psychiatrie et localisée dans le service d'endocrinologie. J'ai donc, si vous voulez, créé cette consultation et j'ai commencé à observer et investiguer des patients en provenance de plus d'une centaine de services de la Pitié, puisque nous étions une consultation ouverte à tous les services. J'ai appris beaucoup de choses et au bout de quelques temps, je ne saurais dire combien de temps, parce que ma consultation date de 93, mais au bout de quelques temps, je commençais à me poser des questions parce que les concepts qui m'avaient été enseignés par mon maître et ami Pierre Marty, je ne pouvais les appliquer aux patients et aux patientes. J'étais surpris et, comme tout psychanalyste et psychologue, je me suis interrogé sur la pertinence des concepts enseignés. C'est une démarche très difficile de remettre en question un modèle enseigné premièrement par un génie, deuxièmement par un homme très brillant, ayant une grande expérience. Et donc, j'ai mis beaucoup d'années pour oser avancer les premiers pas dans un domaine qui est devenu l'alpha de la psyché. De quoi s'agit-il exactement? Si vous voulez, je ne suis pas à la lettre tout ce que j'ai pu écrire, je parle comme ça de tête. De quoi s'agissait-il? Eh bien, en tant que psychologue, vous êtes mes collègues, vous observez un certain nombre de patients et vous les catégorisez à partir de nosographie. On les catégorise les patients à partir de quoi? De leur fonctionnement psychique et de leur imaginaire, de leur capacité associative, de la névrose infantile, et puis de la relation d'objet, c'est-à-dire l'objet maternel. Au bout de 9 mois, comme nous l'a appris le docteur René Arpad-Spitz, au terme de 9 mois de vie, l'objet maternel est
introjecté. C'est un concept créé par le docteur Ferenczi. Une fois que l'objet est introjecté, un système psychique peut se développer. Donc, si vous voulez, ça renvoie à la théorie de Sigmund Freud, théorie classique que vous toutes et vous tous connaissez. Mais les patients auxquels j'étais confronté n'avaient pas d'imaginaire, pas de capacité associative, pas de névrose infantile, avec une relation d'objet plus ou moins existante. Je dois faire une parenthèse ici. Vous toutes et vous tous, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez vraiment vivre confortablement parce que votre mère est à l'intérieur de vous. C'est grâce à cet imago que nous pouvons poursuivre notre vie. Je poursuis donc, si vous voulez, je vais faire de la parenthèse ici, parce que c'est très important d'internaliser sa mère. Donc, je me trouvais face à un problème inconnu. Je me tournais vers mes collègues pédopsychiatres, les psychanalystes d'enfants, les thérapeutes d'enfants, etc., pour essayer de comprendre ce problème. Parce que cela m'a conduit à une question que je n'ai jamais osé poser à Sigmund Freud, à savoir comment naissent des représentations mentales chez un individu, la naissance des représentations mentales. Cela, bon, Freud ne répond pas à cette question parce qu'il suppose, vous n'avez qu'à relire le petit Hans, il suppose que bien toutes les représentations mentales existent chez tout un chacun. Et à partir de mes observations, j'ai vu plusieurs milliers de patients, c'est inexact. Donc, c'est difficile comme ça de dire à Freud, écoutez, il y a un problème à ce niveau-là. Étant donné qu'il n'est plus parmi nous, le dialogue est très difficile et je peux vous affirmer que le dialogue avec les psychanalystes est très difficile. Mais j'essaye cependant de dialoguer avec mes anciens collègues. Donc, je poursuis. À partir de tous les travaux qui sont faits sur les développements d'un être humain, j'ai commencé à m'interroger sur comment naît une représentation mentale. Si vous prenez un bébé dans la relation d'attachement à sa mère, je parle de la relation d'attachement qui est la première relation avec la mère. Après, ça devient une relation objectable. Mais la première relation est une relation d'attachement. Et donc, vous avez entendu parler des travaux de Bowlby à cet égard. Donc, j'ai un bébé avec sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ce qu'il développe d'abord, c'est le toucher, le goût, l'odorat, l'odeur de la mère très importante. L'ouïe et la vue, c'est le dernier sens qui se développe. Mais comment se développent-ils ces sens-là? Ils se développent à partir de cortex sensoriels qui ont chacun une mémoire, la mémoire du toucher, etc. Les cortex sensoriels et après les cortex moteurs au moment où nous commençons, un être humain commence à marcher. Donc la base du développement d'une représentation mentale, ce que les psychanalystes ignorent, parce que les psychanalystes ignorent tout des neurosciences, sauf ceux qui sont curieux de cette discipline, eh bien, à ce moment-là, c'est le cerveau qui est à l'origine de l'encodage neuronal des premiers temps de la vie. Et ce n'est que progressivement dans la relation à la mère, dans le meilleur des cas, que la mère met ce que Freud appelle des mots sur les choses. Les choses étant l'inconscient. L'inconscient à la fois somatique, le premier inconscient, l'inconscient primaire, l'inconscient somatique, et puis l'inconscient composé de ce que je vous ai dit déjà, des représentations sensorielles et mentales qui ont été progressivement psychisées par
la mère qui met des mots sur les choses, c'est-à-dire le bébé ou le petit enfant regarde sa mère et sa mère explique à l'enfant ce que c'est, ce qu'il ressent au niveau des affects, au niveau des émotions, de quoi s'agit-il. Et progressivement, un appareil psychique s'édifie. Un appareil psychique, je vous le rappelle, est composé, selon Freud, des comportements, des affects, émotions et sentiments d'une émotion, et des représentations mentales. Et si vous n'avez pas de représentation mentale, si elles ne sont pas reliées à des affects et des comportements, vous vous trouvez devant l'inexistence d'un appareil mental. C'était ma constatation. Et de façon étrange, André Grill, que je connaissais, 10 ans après mon travail, 10 ans quand même, a avancé l'hypothèse qu'il existait des non-névrosés. Donc, contrairement à ce qu'on affirmait jusqu'à présent, il n'y a pas que des névrosés classiques et des névrosés actuels, mais il y a aussi des non-névrosés. Et dans la nosographie que j'ai développé un axe autoconservatif dans lequel je peux classer ces non-névrosés, c'est-à-dire uniquement composés des problèmes narcissiques, de masochisme érogène primaire, disons d'un certain nombre de concepts que vous connaissez sûrement et qui caractérisent ces non-névrosés parce que, si vous voulez, il y a une expression des pulsions sexuelles et des pulsions agressives qui ne sont pas reliées entre elles. Donc, si vous voulez, vous vous trouvez devant un néant psychique. Et ce néant psychique a été causé dans notre monde moderne, puisque dans ce congrès, on s'interroge aussi sur le monde actuel et le monde futur. Dans ce monde moderne, on peut s'interroger parce que les mères et les pères sont souvent traumatisés et traumatisent leurs enfants dans les premiers temps de la vie. Comme vous le savez, progressivement, dans les pays occidentaux, je ne connais pas très bien le Liban, dans les pays occidentaux, les femmes ont beaucoup de difficultés à être des mères parce que les grandes familles n'existent plus et les femmes ne savent plus comment élever des enfants. Ce qui peut exister, je pense, dans les grandes familles arabes au Liban, ça doit exister encore. Ça n'existe plus en Europe. Qu'est-ce qui existe? Eh bien, ces jeunes femmes, les malheureuses, elles vont dans des bibliothèques pour lire des ouvrages concernant l'éducation des enfants. Oui, si vous voulez, comment dire, je suis d'accord, je connais la difficulté, je suis du monde arabo-musulman, si vous voulez, c'est ma culture de base. Donc, je poursuis, c'est une de mes cultures. Je poursuis, si vous voulez, parce qu'il reste très peu de temps. Donc, traumatisme. J'ai été confronté à des êtres humains traumatisés, sidérés. Alors, vous pouvez me poser des questions sur la psychosomatique. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, voilà, si vous voulez, les hypothèses sont les suivantes. Les êtres humains que nous sommes sont confrontés quotidiennement à un quantum d'excitation élevé. Sigmund Freud en parlait aussi. Le problème, Sigmund a dit, la solution, c'est l'élaboration mentale, le Durcharbeiten. C'est-à-dire, on met des mots sur les choses, on élabore, et le quantum d'excitation élevé disparaît. Le problème est celui que je vous ai exposé. Comment ces êtres humains qui n'ont pas d'appareil psychique peuvent-ils élaborer les excitations? Marty n'a pas donné de solution, Sigmund Freud non plus. Parce que Marty ne s'est jamais adressé aux neurosciences et Sigmund Freud
à cette époque, c'était très peu développé. Aujourd'hui, nous avons quand même des bases scientifiques en neurosciences importantes. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque l'appareil psychique existe, mais qu'il est sidéré, lorsqu'il n'y a pas d'appareil psychique, le quantum d'excitation transite par le système nerveux central et le système nerveux autonome. Et bon, j'ai développé, je ne peux pas le faire maintenant, toute la théorie de neurosciences que Marlène a la charge. Marlène est en train de traduire en arabe mon livre de neuropsychanalyse. Eh bien, les excitations transitent par un certain nombre de circuits du système nerveux central et du système nerveux autonome, et dans un premier temps par l'hypothalamus. Et à ce moment-là, ce quantum d'excitation est géré par le cerveau lui-même, puisque je vous rappelle que le système psychique est un système de défense aux côtés du système immunitaire. Mais quand le système psychique est défaillant, c'est le corps qui prend la relève. C'est le titre d'un de mes ouvrages. Donc, c'est-à-dire, on se situe au niveau neuronal et biologique. C'est comme ça, si vous voulez, que progressivement, eh bien, par le biais de ces 4 circuits neuronaux, il y a une décharge de ces excitations au niveau des organes et des fonctions somatiques. En prenant la théorie du vivant, vous comprenez qu'au départ, ça peut être des problèmes de migraine, des problèmes de troubles cardiaques mineurs, de troubles respiratoires, mais tout ça mineur. Et progressivement, si le corps n'arrive pas à absorber ces excitations, surtout en cas de traumatisme important, comme le deuil d'un parent, un licenciement, un divorce, etc., ça cause des troubles importants à un être humain, ou bien le confinement. Le confinement aussi a causé énormément de troubles en France, comme vous le savez. Donc, à ce moment-là, c'est le corps qui absorbe tout. C'est l'explication des somatisations que je propose. Parce que ni en psychanalyse, ni en psychosomatique d'inspiration analytique, on ne fait référence au système nerveux central. Or, je pense qu'on ne peut pas comprendre les somatisations si on ne se réfère pas aux neurosciences et à la médecine. Comme vous le savez, c'est la médecine du corps. Donc, la médecine, un psychosomaticien, qu'il soit médecin ou psychologue, doit travailler avec ses confrères médecins pour pouvoir soigner les patients. Parce que on ne peut pas soigner les patients dans toutes les dimensions. Ça renvoie, si vous voulez, je vois qu'il est 11h25, donc si vous voulez, j'ai encore peut-être 5 minutes. Je voudrais passer à la dimension thérapeutique, car vous voyez très bien, j'ai essayé de vous exposer très brièvement, je suis désolé, mais ça prendrait des heures, le processus de somatisation en psychosomatique intégrative, et vous comprendrez pourquoi maintenant j'ai non seulement fait appel à un modèle de fonctionnement psychique archaïque, de ce que j'appelle les phases archaïques et prégénitales de développement, mais aussi aux neurosciences et à la médecine. Parce que bon, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une approche pluridisciplinaire pour aborder le problème des somatisations humaines. C'est fondamental. On doit s'adresser à plusieurs disciplines. On doit sortir de la discipline qu'est la psychanalyse. Alors, au niveau thérapeutique, je vais vous surprendre. Bon, c'est parce que j'ai parlé de la relation d'attachement. Donc, c'est-à-dire que dans la relation avec les patientes et les patients, vous allez adopter une attitude psychanalytique, certainement, puisque vous parlez à l'inconscient des patientes et des patients, mais aussi qui n'est pas psychanalytique, qui est psychanalytique de la phase de développement dont Freud n'a jamais parlé. Donc, c'est un modèle complémentaire de la psychanalyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes
face à une patiente ou un patient somatique, vous adoptez un rôle maternel. Donc, si vous voulez, avec la psychosomatique intégrative, je réhabilite le nom de la mère, parce qu'on a trop parlé du nom du père. Le nom de la mère, c'est fondamental. Donc, souvent avec nos patients, ça peut prendre 1 an ou 2, mais au terme de ces 2 années, eh bien, l'objet maternel dont je vous ai parlé tout à l'heure peut être introjecté. Et vous verrez une amélioration très importante des symptômes somatiques. On peut finir par bien soigner nos patients avec le temps. Ça peut prendre entre 2 et 5 ans. Mais vous devez comprendre que, quel que soit votre sexe, vous devez avoir un rôle maternel. Alors, c'est évident, je raconte souvent cette histoire. La dernière patiente que j'ai eue, après un certain temps, m'a regardé en me disant « Comment un homme peut-il être une mère ?» Donc, si vous voulez, je vous dis, un homme peut être une mère, tout dépend de son histoire personnelle et de sa psychanalyse personnelle. Parce que la composante féminine de la personnalité est importante à intégrer. Vous ne pouvez pas impunément aller devant un patient ou une patiente somatique si vous avez de mauvaises relations avec la dimension féminine de votre personnalité. Donc, c'est évident que ça peut poser des problèmes à des hommes, mais aussi à des femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas des mères. Donc, si vous voulez, ce sont des problèmes très complexes que je ne peux pas évoquer et développer maintenant. Mais, pour terminer, nous pouvons soigner les patientes et les patients somatiques en adoptant ce rôle maternel d'attachement qui nous permet d'aider au développement d'un système psychique afin que progressivement nos patients deviennent des patients névrosés. Dans un de mes ouvrages, je parle comme ça d'un patient que j'ai traité, qui avait un cancer colorectal, que j'ai traité pendant 6 ans, et qui progressivement, après 3 ans de traitement, a basculé dans la problématique oedipienne. C'est-à-dire que, vous voyez, ça veut dire que le système psychique avait récupéré. Le système psychique avait été développé et on pouvait passer dans une problématique que les psychanalystes connaissent bien, à savoir la problématique oedipienne. Voilà, si vous voulez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai essayé de faire le maximum en 30 minutes. Ce n'est pas du tout évident, mais si vous voulez, heureusement, je n'ai pas parlé à partir du texte écrit parce que j'aurais été peut-être limité. Là, j'ai parlé de façon un peu plus spontanée. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Merci beaucoup. Merci, professeur Stora, pour votre intervention qui a été aussi claire, simple et précise, comme vous l'avez dit, et d'une façon spontanée. J'aimerais un peu revenir à la question, avant de donner la parole au public, aux auditeurs, j'aimerais revenir à la question principale de ce congrès. Comment sera le monde de demain, le monde post-Covid? Et j'aimerais, à partir de cette question, vous poser ma question. OK? Donc, et par la suite, je donnerai la parole au public. Comment, selon vous, les êtres humains qui n'ont pas d'appareil psychique suffisamment élaboré, les patients qui potentiellement peuvent, dans des situations de fragilité ou de traumatisme, peuvent somatiser, comment ces personnes, selon vous, ont vécu la période de confinement due au Covid-19? Donc, d'après votre expérience sur le terrain, qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, si vous voulez, je voulais apporter, c'est vrai, cette dimension est fondamentale. Comme vous avez pu le constater en France, à travers le confinement, nous avons eu des millions de familles, des millions incapables de vivre ensemble. Il y a eu des violences conjugales, il y a eu des violences envers les enfants dans les familles. Pourquoi? C'est parce que ça rejoint tout à fait, Pierre Marty me disait en riant, mais il n'a jamais écrit, il me disait, vous savez, il y a au moins 80% des personnes, des êtres humains dans l'humanité qui ont un fonctionnement psychique
défaillants et qui sont dominés par les comportements. C'est ce que nous avons vu. Après, si vous voulez, les psychiatres vont nous dire, oui, on a distribué 9 à 10 millions d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. Et vous voyez la même chose dans ce grand pays que sont les États-Unis. C'est un pays complètement dominé par les comportements. Il y a une défaillance, même de la part des collègues psychanalystes et psychiatres américains, enfin psychosomaticiens, parce qu'ils ont tourné le dos à la psychanalyse. Ils ont tourné le dos, ce qui est très, très grave. Donc, si vous voulez, vous avez affaire à des êtres qui sont de plus en plus dominés par les comportements. De quoi le futur sera fait, c'est quand même très inquiétant. Très inquiétant parce que vous comprenez très bien qu'un système psychique protège les êtres humains. Il nous permet de faire face à nos difficultés quotidiennes, à nos deuils, à nos problèmes traumatiques. Si on n'a pas d'appareil psychique, si un psychologue n'est pas là pour soutenir un patient, les somatisations vont apparaître. Voilà, je remercie tous les gens qui partent et qui m'envoient des messages, mais je ne sais pas, Marlène, si j'ai répondu à toute votre question. Oui, certaines. Vous avez répondu en partie à ma question, mais j'aimerais que vous parliez un peu du concept de Covid long. Comment la personne post-Covid a continué à somatiser post-Covid. J'aimerais que vous élaboriez un peu plus, selon votre expérience, un peu plus ce concept, parce que je sais que vous avez fait des recherches dans ce domaine. Oui, mais à la Société de psychosomatique intégrative. Je n'ai pas très bien compris la question, je suis désolé. Oui. Ah, pardon. Parce que vous avez fait un travail sur le Covid long, les personnes qui continuent à manifester des symptômes post-Covid. Oui. Le Covid long, oui. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Et en France, mes confrères et mes collègues dans les hôpitaux n'ont pas été très gentils avec moi. Donc, ils m'ont fermé la porte des services. Donc, j'ai de la chance, j'ai un collègue qui est un de mes anciens étudiants, qui est un musulman d'Algérie, qui travaille dans le 93, là où, et qui m'envoie des patients. Alors, quels sont les constats que j'ai faits jusqu'à présent, y compris avec des gens bien mentalisés? Une de mes patients, avant-dernière patiente, était une psychanalyste. Donc, je ne peux pas dire qu'un ou une psychanalyste ne sont pas bien mentalisés. Donc, on se parlait et j'essayais de comprendre, si vous voulez, dans la vie de cette patiente, qui était ma collègue aussi, qu'est-ce qui a pu se passer qui a fait qu'elle n'a pas pu guérir du Covid et que ça s'est prolongé pendant plusieurs mois avec des troubles respiratoires dominants. Et je lui ai dit, mais écoutez, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie. Et d'abord, qu'est-ce qui vous est arrivé à votre naissance? Je suis désolé d'une question qui renvoie à votre naissance. Elle m'a dit, écoutez, à ma naissance, j'ai failli mourir, j'étais sous assistance respiratoire. Alors, dans l'approche psychosomatique intégrative, nous réfléchissons toujours en termes de fixation archaïque première, parce que le cerveau, il encode tous les états du corps d'un être humain. Et après, ces états du corps sont réactivés quand il y a un trouble quelconque. Le cerveau, il emprunte ce chemin. Et donc, le cerveau, alors, bien entendu, il y a des recherches biologiques à faire, parce que le Covid, c'est un virus qui active apparemment pas mal des phases archaïques de développement humain. Pourquoi il le fait, je ne sais pas, si vous voulez, je ne sais pas. Par contre, j'ai pu constater cela sur plusieurs patients. Sur plusieurs patientes, que j'en ai maintenant 7, donc ça va augmenter avec le temps, c'est sûr, mais il y a toujours des fixations somatiques dans la phase archaïque de développement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Soit au niveau du cou,
vous savez, il y a un problème de goût souvent, soit au niveau du goût, soit au niveau de l'odorat, soit au niveau cardiaque ou respiratoire, cardio-respiratoire. Il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes archaïques auxquels les gens ont été confrontés. Et souvent, je reviens à la vie intra-utérine. Je demande, est-ce qu'on vous a dit ce qui s'est passé pendant la grossesse de votre mère? Parce qu'il peut y avoir des traumatismes qui sont encodés. Et donc, et qui après, par la suite, souvent je dis à mes étudiants, mais pas toujours peut-être, je leur ai dit, écoutez, quand vous voyez un être humain en disant, on compte ces années à partir de sa naissance, nous, en psychosomatique, je préfère compter les années à partir de la grossesse, pas à partir de la naissance. Parce que pour moi, ce qui s'est passé pendant la grossesse est très important, très, très important au niveau du système limbique, au niveau de pas mal des émotions, vous savez, au niveau des émotions et de la fragilité de certaines grandes fonctions somatiques, cardio-respiratoires. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, Marlène. Oui, certainement. De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous que les Covid je l'ai remarqué aussi moi-même dans mon expérience clinique, ils ont des fixations archaïques. C'est ce qui fait qu'il y a maintien de manifestations organiques au niveau d'une fonction déterminée dans le corps. Je souhaite passer la parole aux auditeurs. Oui. Donc, Hiba, est-ce que tu t'occupes de lire les questions? يلا أكيد je vais vous lire les questions. Ok, donc Yusra, s'il vous plaît, professeur Stora, vous pouvez nous expliquer votre approche avec les patients résistants à leurs symptômes. Symptômes, oui, oui, oui. Alors, si vous voulez, je travaille toujours avec des médecins, hein, parce qu'on ne peut pas soigner. Parce que, par exemple, si vous voulez, j'ai fait une grosse recherche avec l'Institut Curie sur le cancer du sein. Et donc, j'ai eu un échantillon de 25 patients dans ce domaine, 25 patientes que j'ai reçues, et certaines, après, sont sorties de l'échantillon, et j'ai soigné ces patients, cancer du sein. Eh bien, si vous voulez, sur quand même 30 ans de soins à des patientes cancer du sein, donc qui ont une dépression immunitaire qui était à l'origine de cela. Quand quelqu'un a un cancer, je remonte toujours 5 à 7 ans en arrière parce que c'est le temps que prend le système immunitaire pour se décompenser. Donc, suite à des gros événements de vie. Et je peux vous dire que au moment où je vous parle, sur l'ensemble des patientes que j'ai examinées, il y a eu 2 décès, ce qui est très peu. Et je dois vous dire, en tant que thérapeute, j'ai de la difficulté à faire le deuil des patients. La dernière patiente, ça a été très difficile pour moi parce que j'ai travaillé presque une dizaine d'années avec elle. Alors, je peux vous dire, je ne sais pas si on peut parler de guérison, mais en tout cas, le cancer est fini pour la quasi-totalité des personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, ça veut dire que les médecins les ont bien soignés et que de mon côté, j'ai fait un travail de quoi? De réparation du système psychique. C'est-à-dire, vous savez, suite à des traumatismes, il y a des déliaisons entre les comportements et les émotions, des déliaisons entre les représentations mentales et les émotions et les comportements. Donc, je répare à ce niveau-là. C'est ça qui est important. Je me rappelle d'une seule patiente qui est venue chez moi et ça, c'est mon inconscient. Je lui ai serré la main et j'ai pensé qu'elle allait mourir. Ça m'a été confirmé dans la séance qui a suivi parce que je l'ai investigué. Et quand on s'est parti, j'étais très triste. Elle est morte 6 mois plus tard. Que dire à ce type de patient? Et comment je ne suis pas un devin
je peux pas dire vous allez mourir, c'est horrible. Donc voilà, c'est la seule patiente vraiment, j'ai le cœur serré en parlant d'elle, où j'ai pris contact avec elle et au fond, c'est, comme dit Freud, c'est la pulsion de mort. La pulsion de mort s'est manifestée dans la poignée de main. J'ai compris qu'elle allait partir. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, c'est difficile de soigner des patients somatiques. Nous pouvons les soigner. C'est pour ça que je compte beaucoup sur Marlène et son enseignement à Beyrouth et à tous les collègues arabophones pour développer cette approche. Parce que nous pouvons, avec cette approche, nous pouvons soigner les patients. C'est ça qui est important. Voilà, je ne sais pas si... C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. OK, donc une autre question. Pamela dit, pouvez-vous donner plus d'informations sur le rôle maternel que le psychanalyste doit jouer et comment ce rôle se figurera-t-il sur le champ pratique? Alors, si vous n'êtes pas à l'hôpital, si vous voulez, si vous êtes dans un cabinet privé, bon, vous avez les tarifs habituels que vous prenez pour un patient ou une patiente. Par contre, ce n'est pas de la psychanalyse, stricto sensu. C'est de la psychanalyse des premiers temps de la vie. Et donc, à ce moment-là, il est préférable de voir les patients une fois par semaine. Et la deuxième, au niveau technique, mais j'en parle dans mon livre, Marlène en a parlé tout à l'heure, 15 cas de thérapie, j'aborde tous les problèmes techniques. Et à ce moment-là, il est important de ne pas allonger les patients somatiques. Mon conseil principal, ne jamais allonger un patient somatique parce qu'il peut mourir. Donc, si vous voulez, c'était la première expérience que j'ai eue dans ma vie en psychanalyse. J'ai assisté à un très grand congrès en 1980 à Lyon de la Société de psychanalyse et une psychanalyste nous expliquait, une consoeur donc, nous expliquait qu'elle avait un patient qui avait un cancer et elle l'avait allongé. Ce patient est mort. Parce que, si vous voulez, dans la relation thérapeutique en psychosomatique, nous devons être en face à face. Parce qu'il y a des relations émotionnelles, affectives qui passent. Vous êtes une mère pour les patients, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, il est important à ce moment-là d'être vraiment très proche, très très proche émotionnellement de nos patients pour les aider. Et puis, dans un deuxième temps, lorsque l'appareil psychique s'est bien développé, vous pouvez basculer dans une attitude analytique, mais pas dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est autre chose. Oui, c'est monsieur Alatrache, oui, je ne sais pas s'il y a. Oui. Voilà, oui. C'est ma réponse, si vous voulez. Surtout à mes confrères et à mes consoeurs de Beyrouth, jamais allonger un patient somatique. Jamais un patient ou une patiente. Non, toujours du face à face. Nous devons les soutenir pour qu'ils puissent exister et fonctionner mentalement. اوكي في كثير عم يسالوا عن كتب مؤلفات دكتور ستورا. نحن ودكتور مارلين وكمان دار النهضه بعد شوي نسرين رح تكون معكم نسرين كريتيه. نحن كمان عم نحاول نكون عم ننشر ونترجم كتاب بروفيسور ستورا نوروبسيكاناليز لتقدروا تكونوا كمان عم تقروا بالعربي، لان هي عنده مؤلفات جدا عظيمه. بنقدر بعدين ابقى ابعث لكم على الجروب كم اسم كتاب. اوكي لحظه شوي مش الصوت ما عم نسمعك. اوكي. Oui, Monsieur Stora, ce que Hiba était en train de dire en arabe, c'est que plusieurs parmi les auditeurs aujourd'hui sont en train de poser des questions autour de vos livres. Comment ils peuvent se les procurer, comment ils peuvent les télécharger. Donc voilà, Hiba était en train de leur dire
que moi-même, je suis en train de traduire en arabe neuropsychanalyse, controverse et dialogue. OK, donc je vous laisse répondre à cette question si vous voulez. Donc, comment on peut avoir vos livres? Qu'est-ce que vous recommandez? Voilà, pour les sensibiliser à la psychosomatique intégrative. Oui, oui. Écoutez, Marlène, c'est sur Amazon. Il y a les livres. Et je pense que 15 cas de thérapie psychosomatique et le dernier, l'être humain est une unité psychosomatique. Et si vous voulez, pour moi, ce n'est pas un business. Je pourrais vous envoyer les 15 cas à partir desquels ils peuvent. Je vous enverrai, c'est une forme de e-book et ils pourront le lire. Comme ça, ils pourront le lire. Je n'ai jamais fait un business de mes droits d'auteur, si vous voulez. Je vous enverrai cela. Mais il y a 2 de mes ouvrages qui sont traduits en anglais chez Carnac. Et en ce moment, il y a la traduction de mon livre 15 cas de thérapie en anglais. C'est en cours de traduction. Je vous dirai quand ce sera terminé. Pour les collègues qui lisent l'anglais, il n'y a pas de problème. Mais en allant sur Amazon, vous avez cela. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Je ne sais pas, en Algérie, on dit toujours Abka ou al-Akher. Je ne sais pas ce qu'on dit chez vous. نحن ما كثير نعرف جزائري، شو كان عم بيقول؟ تبقوا على خير, c'est ça? ايه 100%. C'est ça, Monsieur Stora, c'est تبقوا على خير. Donc, restez en forme, c'est ça? En Algérie, je crois. C'est تبقوا على خير en arabe, c'est تبقوا على خير en algérien. En Algérie, Abka ou al-Akher. تبقوا على خير, donc restez en forme. Au revoir. Au revoir. Ah, ok. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci de votre accueil. Ok, au revoir. Merci. Riba, est-ce que tu veux qu'on parle un peu de notre projet pour l'année prochaine? يلا أنا هيدا اللي كان بدي أقول لك إياه دكتور مرلان. Voilà, donc voilà, je vais continuer en arabe, ok, donc بما أنه مستر ستورا بطل موجود بيناتنا فينا نحكي بالعربي. مداخلة بروفيسور ستورا كانت ما هي إلا مفتاح إذا بدكم أو هي شباك تنخبركم إنه نحن السنة الجاي أكيد بموافقة السوسيتي دو بسيكاناليز انتجراتيف بسيكوسوماتيك انتجراتيف وبروفيسور ستورا رح يصير شيء une formation à distance professionnalisante donc diplômante اوكي مع اتوليه كلينيك لعام 2023 يعني السنه الجايه عم نشتغل عليها اكيد عم نترجم وبالديبارتمون دو بسيكوسوماتيك انتجراتيف اللي رح كون انا مترأسته رح ننشر ان شاء الله السنه نقدر نخلص ترجمه الكتاب بعنوان بالعربي التحليل النفسي العصبي جدل وحوارات. دونك رح نترجمه للكتاب بالعربي، رح يكون على مفترق طرق بين علوم الاعصاب التحليل النفسي والطب. اوكي، لكن هيدي المقاربه الشامله اللي حكى عنها بروفيسور ستورا بلا ما يعمقها، مشان هيك نحن نقينا هيدا الكتاب بالاول ترجمه. هيدا الكتاب اصلا صغير منه كتاب كبير، يعني هو بالفرنسي هو 111 صفحه اللي عم ترجمهم انا باللغه العربيه. ممكن يكون مدخل شوي هيك ويحفزنا على هيدي المقاربه اللي مش بحث منا فلسفيه ولا تحليل نفسي، بس هي كمان بتلتقي مع العلوم. اوكي، وبتخلينا نكون موجودين اليوم نعرف نحكي لغه موحده مع الاطباء، يعني نعرف نفهم لغه الاطباء والاشخاص اللي بيشتغلوا بهيدا الدومين. دونك هيدا الفورماسيون رح بالمبدا رح تمتد على 10 اشهر ورح تكون موجهه لكل الاشخاص من العالم العربي. اكيد عم نحكي عن المهنيين، عن المهنيين بعالم الصحه، يعني مش بس النفساني، مهم يكون نفساني مجاز يعني ومرخص. اوكي، لانه هيدا دبلوم، يعني لو كان بالجامعه رح يكون هيدا الدبلوم هو ماستر 2. اوكي، دونك هو دبلوم رح نعطيه، رح يكون لكل الاختصاصيين النفسانيين.
رح يكون كمان موجه للأطباء، للبسيكوموتريسيان، للإرغوثيرابيوت، للإنفيرمير، الفيزيوثيرابيوت، ستاج-فام، الآرت ثيرابيوت، كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بعالم الصحة. ولا هيدا كل اللي بدي اقول لكم اياه، لكن اللي كل المهتمين ممكن نرجع نحكي بعدين. اكيد برجع بذكركم هيدي الشهاده رح تكون للمهنيه، اكيد صحيح. مش للطلاب. محمسين احنا كثير، كثير محمسين. محمسين كثير دكتورة الله خير. للكتاب وللفورماسيون. ان شاء الله ب 2023 بتكون اكتملت كل صحيح. الفكره. رح نكون عم نخليكم بالاجواء اكيد اول باول. نحن ودكتور مارلين اكيد عم نشتغل قد ما فينا كتير، وبرعايه بروفيسور ستورا، لانه عن جد هيدا الانسان علمي بكل معنى الكلمه. صح. ولما قال انه هو ما بيشتغل بزنس، عن جد ما بيشتغل بزنس. ونحن بهمنا هيدي الابروش تكون عم تنتشر بعالمنا العربي لاهميتها، وخاصه لمسنا الاهميه بعد كوفيد وبعد كل هيدا اللي عم نقطع فيه. قد ايه مهم نكون عم نشتغل بسيكوسوماتيك انتجراتيف. بقى يلا نحن كثير محمسين دكتور مارلين. ميرسي بوكو على المودريشن، و يعطيك الف عافيه. يعطيك الف وانتم كمان. يعطيكم العافيه جميعا.